Donc, 40 minutes dans votre espace mental. Désolé à l'avance pour l'intrusion. Et sachez que tout ce qui va être dit n'est pas personnel pour vous. Mais si vous êtes doté d'un cerveau, ça vous concerne de toute manière. Alors, le problème de l'architecte par rapport à l'expert, il est fondamental, d'abord parce qu'on a un positionnement cérébral totalement différent, à savoir que est-ce que vous avez de la facilité à imaginer un architecte aveugle? Vous voyez, ça vous fait réfléchir, alors qu'en fait, vous n'auriez pas de mal à imaginer un avocat aveugle. Vous voyez? Par contre, vous auriez du mal à imaginer un avocat muet. Alors qu'un architecte muet, c'est faisable. Alors, évidemment, c'est des cas extrêmes, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dans cette configuration. C'est simplement pour vous dire que les uns travaillent plus dans l'espace, les autres plus dans le temps, les uns plus dans l'image et les autres plus dans l'oral. Et le problème de l'architecte qui devient expert, en fait, il est dans un espace mental plutôt géométrique et il faut qu'il passe à de l'oralité. Alors, pour vous faire des exemples d'oralité, c'est très simple. Imaginez par exemple les solides archimédiens. Donc, vous en avez 18. Et maintenant, imaginez que vous devez les décrire à quelqu'un qui ne les a jamais vus. Donc, apparemment, il y en a dans la salle aussi. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui l'ont vu le disent à ceux qui ne l'ont pas vu. Comment ils le décriraient? Eh bien, on se rend compte qu'on a énormément de difficultés parce que c'est des objets qui sont très géométriques, tridimensionnels, très symétriques. Mais après, comme ils sont différents, ça devient compliqué. Alors, ramenons ça aux solides platoniciens, parce qu'on n'en a que 5, ils font quand même partie des archimédiens. Et vous allez vous rendre compte, par exemple, que même au niveau du vocabulaire, on n'est pas très clair, parce qu'on parle de tétraèdre, on parle d'octaèdre, de dodécaèdre et d'icosaèdre, mais on dit cube. Vous voyez? Donc c'est une erreur de langage du point de vue mathématique, on devrait dire un hexaèdre, ça devrait être enseigné comme ça, mais bon, on est resté sur ça. Ce qui fait que, en fait, dans le domaine judiciaire, on a énormément d'exceptions à la règle. Donc, pour un exemple concret, quand même qui reste numérique, vous imaginez par exemple que quand vous comptez, vous devez attendre le nombre 17 pour être normal. Bon, alors vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, après ça va suivre, mais en fait, après, ça contamine, ça revient sans arrêt. Donc, vous avez du mal à comprendre si un enfant vous dit je préfère 10, 1 que 11. Or, en fait, votre esprit d'architecte comprend bien que c'est bien plus cohérent. Le problème, c'est qu'il faut faire avec les problématiques du langage. Alors, le langage, en fait, comme il est plus ancien, et même dans l'espace de justice, il est très ancien, eh bien, on a énormément d'erreurs et d'exceptions qui sont devenues des données historiques. Ce qui fait que quand on a une approche un peu différente, moi je peux parler de ce que je viens de voir là. Voilà, moi j'ai bien aimé le G1 et le G5. Oui, parce qu'en fait je me suis dit, il va peut-être parler de G2, G3 et G4. Mais non, il est parti là. Je vous l'avais donné que 3 minutes de toute façon. Ensuite, comme je suis mathématicien, ça m'a beaucoup plu cette histoire d'angle avec le 0,28, mais le problème c'est qu'il a dit en plus quelque chose, je ne connais pas de système électronique qui fait ça. Donc personne n'a rien dit, donc apparemment il doit avoir raison. Sinon vous auriez dit quelque chose, je pense. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que même quand il nous a expliqué l'histoire de la plaque, on entendait du bruit dans la salle, alors qu'apparemment c'est quand même un domaine de compétences connu, en disant oui, alors la plaque ne bougera pas, l'appareil bougera. Donc ça sera moins cher, mais pas pour les plaques. Et ça m'a fait penser à des dentiers.
Vous voyez, donc on ne change pas toute la personne, mais on change le dentier. Donc on comprend bien ce qu'il veut dire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est en gros, il parlait à des gens qui savaient à l'avance ce qu'il allait dire. Voilà. Donc maintenant, imaginez exactement le même topo, mais avec des gens qui n'ont jamais vu G1. Et encore moins G1+. Alors, le trou oblong, c'était pas mal. C'était pas mal. D'ailleurs, c'était assez intéressant. Je ne sais pas qui montrait dans la salle. Quelqu'un d'autre montrait au laser, et pas mécaniquement, montrait ce qu'il disait. Ce qui fait qu'il arrivait à suivre quand même. Alors apparemment, le technicien, à la fin, il ne suivait plus, donc il a donné une autre image, et donc ça a coupé. Qu'est-ce que je veux dire par cet exemple très simple? C'est que, en gros, comme vous étiez déjà au courant, ben, ça ne vous a pas dérangé les problèmes techniques. Mais si vous deviez vraiment le découvrir pour la première fois, et vous deviez l'acheter, c'est cher? C'est pas cher? C'est cher, hein, c'est cher. Ouais, bon. En général, les gens, quand ils disent on va faire moins et comme ça vous l'utiliserez plusieurs fois, c'est que en général c'est cher. Donc c'est pas l'esprit Swatch. L'idée c'est quoi? C'est que quand on rentre dans l'espace de justice, on a un problème. Vous voyez, ça s'est vu tout de suite là. Vous avez fait moins de bruit dès que j'ai dit espace de justice. Donc vous dites ah oui là c'est dangereux. C'est que l'expert, il a l'habitude de parler à des gens de son domaine. Donc quand d'un seul coup, le super expert devient le maître, qui n'est plus géomètre, mais qui est le président, alors que l'expert sait qu'il n'est pas expert, l'autre, il faut quand même qu'il lui explique pour qu'il ait l'impression qu'il l'est. Le président. Ce qui fait que le président pose des questions de Candide, mais qui a lu Voltaire. Donc ça ressemble plus à Zadig. Vous voyez ? Alors, le problème, c'est que l'expert se retrouve, lui, dans la configuration de Candide face à l'espace de justice. Alors qu'au départ, il était plutôt Zadig. Et donc, en fait, on a un échange, on va dire, de micromégas, où le petit est le grand est le petit, mais on ne sait plus lequel c'est à la fin. Alors la difficulté provient de quoi? Provient que l'appareil de justice doit comprendre ce qui est incompréhensible pour donner peut-être un résultat incompréhensible à celui qui comprenait au départ ce qu'il voulait dire. Oui, non, mais il faut en tenir compte, ça, vous voyez. C'est comme les gens au marketing, hein, vous leur proposez un produit que vous avez fait, et ils vous expliquent ensuite ce que vous lui avez expliqué, en mieux, et après vous n'avez pas compris si vous lui avez vendu ou vous l'avez acheté, ou il vous l'a vendu à vous. C'est faisable aussi. Il ne faut pas dire 3 fois oui. Alors, la problématique est la suivante. Vous avez l'expert qui est dans son cabinet, qui communique avec tous ses assistants et ses autres experts. Ils définissent un objet qui va être présenté. Ensuite, cet objet va être compressé. Il va y avoir un résumé, qui est déjà plus vraiment un objet, c'est plutôt une projection du point de vue mathématique. Et ensuite, cette projection va être décompressée au moment de l'oralité. Et il va falloir que les personnes comprennent. Donc là, on n'est plus dans G1 et G1.5, hein. On est carrément dans l'alphabet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que l'appareil de justice doit avoir lu à l'avance ce qu'il va entendre à l'oralité pour comprendre les objets géométriques qui sont mentionnés et les données géométriques. Donc en fait, on a un espace mental qui rentre pas en confusion, mais en tout cas en contradiction avec l'espace autre qui est celui de l'oralité. Et évidemment, vous avez les gens qui sont accusés. Alors, par qui, comment et pourquoi? Parce que vous voyez bien que dans les systèmes d'experts, c'est que la personne, par exemple, qui a un problème, vous vous rappelez qu'en France, on a énormément de gravité dans le domaine architectural, surtout à Marseille, et donc,
d'un seul coup, il faut expliquer pourquoi ça a eu lieu alors que personne ne l'avait prévu, alors que tout le monde l'avait dit. Ensuite, on nous montre des vidéos juste avant et on se dit quand même sans être expert, on voit bien que ça va s'écrouler. Ensuite, le fait que les gens marchent dans la rue et font vibrer la rue, il y a le balcon qui s'effondre aussi. Vous savez, ça ne se passe pas dans un autre pays, c'est quand même chez nous, hein. Et en fait, on se dit, il va falloir mener une enquête. Alors, donc leur problématique, c'était est-ce que c'était le 1, le 2 ou le 3 qui est tombé en premier, ou même jusqu'au 5 ? Je ne parle pas des victimes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que le problème ensuite de la responsabilité, ça devient un espace, si vous voulez, problématique. Pourquoi ? Par exemple, vous prenez des solides platoniciens, vous vous rappelez les 5 là, et si on vous demande quel est le plus stable, évidemment, comme vous êtes architecte, vous savez tous que c'est le tétraèdre. C'est pour ça que vous ne mettez jamais de tétraèdre dans vos constructions. Et vous mettez des cubes. Parce que le problème, le cube, c'est peut-être moins stable, mais c'est plus simple. Donc ça me fait penser à mon prof de chimie. Hein. Dans les calculs de pH, on leur dit « mais c'est faux ce que vous faites, monsieur ». Et il disait « c'est faux, mais c'est rapide ». Et on arrive au même résultat, même en faisant des trucs faux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, on va avoir des préférences naturelles qui ne sont pas forcément dues aux mathématiques ou à la géométrie, simplement à des processus de construction. De toute façon, si vous étiez expert architecte dans l'espace, avec gravité nulle, juste la gravité est nulle, ça serait totalement différent, votre domaine, on est d'accord ? Bon, eh bien, vous devez gérer la gravité terrestre. Alors le problème, c'est que la plupart des gens ont du mal à gérer la gravité terrestre quand ils appartiennent à l'espace de l'oralité. Je vous donne un exemple, comme ça sera hors configuration, vous ne vous sentirez pas observé. Si je vous dis par exemple, quelle est la gravité d'une carte ? Vous voyez, vous faites une drôle de tête. Et si je vous dis que la stratégie réponse, c'est l'histoire ? Évidemment, après, vous dites « Ah oui, d'accord, ça a un sens ». Enfin, il faut être prévenu. Hein. Et le problème, c'est que les prévenus ne sont pas prévenus. Donc, ils sont accusés, des fois, sans être prévenus. Parce qu'ils ne connaissent pas le monde dans lequel il y a l'accusation. Si maintenant, moi, je vous accusais pour des choses qui concernent l'espace, avec une gravité nulle, il y a peut-être des choses que vous devriez revoir pour savoir est-ce que ça marche là aussi. Alors, je reviens au problème de l'échange. On a une sorte de négociation entre l'expert et l'appareil de justice. Donc l'appareil de justice est très simple, il doit comprendre, comme on a dit. Alors là, ça pose une difficulté, puisque dans le domaine plus généralement mathématique, c'est très facile de poser des questions difficiles et c'est très difficile d'avoir des réponses faciles. Et c'est vraiment typique des échanges judiciaires. Donc on va avoir le président. Quand je dis le président, vous comprenez que c'est l'ensemble. Hein. Enfin, c'est pour faire plaisir au président. C'est le président. Donc quand le président pose des questions, en fait, il peut y avoir une réponse, mais elle sera tellement technique que vous la simplifiez. Il est content parce que c'est ce qu'il voulait, et c'est faux. Parce que ça a été simplifié à outrance. Ce qui fait qu'en fait, on vous demande de l'oralité et de l'écrit. L'espace de l'écrit et l'espace oral n'est pas le même. On n'utilise pas les mêmes zones cérébrales. L'espace mental qui concerne la géométrie n'est pas le même non plus. Ce qui fait qu'en fait, vous faites travailler des zones différentes pour communiquer. Et le problème de la communication, c'est que vous parlez à quelqu'un qui ne connaît pas votre langue. Mais c'est lui qui a raison. Ok, je la refais.
Imaginez que vous êtes polyglotte et vous parlez 10 langues et vous allez dans un pays où ils ne connaissent aucune des 10. Qui se sent le plus crétin? Le polyglotte. Parce qu'il se dit, mais celle-là, je ne la connais pas. Alors on lui dit, tous les autres lui disent, mais tu ne connais pas? Parce que chez nous, c'est courant. Et vous savez bien que la terminologie juridique est surprenante. Moi, une fois, j'ai été surpris par la grosse. On ne m'avait pas prévenu. Et puis elle est arrivée. Je ne l'imaginais pas comme ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? De toute façon, je sais bien que ceux qui ne sourient pas ne savent même pas qui c'est. Mais ce n'était pas une experte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le problème du vocabulaire, c'est toujours pareil. Quand vous parlez à des gens qui parlent une autre langue que la vôtre, mais moins bien, vous trouvez qu'ils sont bêtes. D'accord? Donc, quand vous parlez dans votre troisième langue, ou quatrième, ou cinquième, vous devenez de plus en plus bête, vous inquiétez pas, ça se voit. C'est-à-dire que les autres, quand ils vous écoutent, ils se disent « c'est ça que tu veux dire ?» Et vous dites « j'espère que c'était ça que je voulais dire ». Vous n'êtes même pas sûr que c'est ça. Alors, donc imaginez maintenant qu'en fait, on a cette difficulté entre les langues, où en fait, on a le problème de l'interprétariat qui est relativement simple. Là, maintenant, on a une langue géométrique et une langue courante. Et il faut qu'on passe de l'une à l'autre. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, c'est l'architecte qui doit faire ce travail. C'est-à-dire que l'appareil de justice n'attend rien de l'appareil de justice pour comprendre l'architecte, il doit être compris. C'est plus complexe. Ça veut dire qu'en fait, ça serait bien de faire des séminaires de ce genre pour les architectes. C'est-à-dire que le passage de l'architecte à l'expert, d'ailleurs c'est toujours formidable parce que finalement, vous savez, on a des images de Dieu en tant qu'architecte. Je me demande s'il est expert. Surtout après avoir entendu tout ce que j'ai entendu sur les pathologies. Vous avez remarqué qu'on vous a parlé tout à l'heure de pathologie sans parler de diagnostic. C'est encore plus fort, moi, je trouve. En médecine, il y a quand même le diagnostic. On dit qu'on a des pathologies. Là, en fait, il nous a expliqué que les matériaux de demain, c'est les pathologies d'après-demain. Sans diagnostic. Ce qui fait qu'en gros, vous fabriquez à l'avance les problèmes de l'avenir. Donc, ça m'a rappelé des fouilles que j'avais fait en archéologie. Et en fait, ils nous avaient mis à un moment un tuyau en béton. Et le problème, c'est qu'il était posé à Lyon. Il était posé sur le socle archéologique. Et en fait, on ne pouvait pas l'enlever puisqu'il était plus costaud que le situ archéologique. Ils n'avaient pas pensé qu'en fait, il fallait faire des choses qui étaient plus molles pour l'avenir. Alors là, c'est pareil. En fait, combien de fois vous faites des exercices chez vous en tant qu'architecte pour expliquer à quelqu'un un objet géométrique? Or, c'est peut-être ce qui est le plus pertinent dans le domaine de l'expertise. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de passer par le vocabulaire et une oralité de l'aspect géométrique qui est compliqué. Nous, on le voit bien en mathématiques, vous savez, quand on est dans un autre domaine, par exemple, si on est en topologie et pas en géométrie, où les distances ne comptent pas et on regarde simplement les points de contact. Et quand on dessine, par exemple, un cube topologique, la plupart des gens, même les chercheurs, disent « ça, c'est pas un cube ». Alors qu'ils le voient. Et on leur explique. Alors on leur dit « c'est bien, il y a tant de sommets, tant d'arêtes, tant de faces, c'est bien un cube ». Et finalement, on arrive à définir, via la topologie, des objets géométriques de manière à ce qu'ils soient compréhensibles par des aveugles. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la justice est aveugle. Donc c'est un bon entraînement. Comment en parler d'architecture à quelqu'un qui est aveugle? C'est ça la vérité, c'est ça la difficulté. Eh bien, il faut avoir des structures plus abstraites. Alors c'est un processus qu'on voit chez Grothendieck. Si vous prenez des processus plus abstraits et des objets plus abstraits, ils peuvent se transposer aussi bien dans l'oralité que dans la géométrie.
Par exemple, vous pouvez avoir la notion d'arbre en linguistique. Vous pouvez avoir des grammaires génératives de type Chomsky avec des automates et des objets qui sont en fait valables au sens de la généralisation dans différents domaines. Le problème, c'est est-ce qu'on passe par ces objets? Alors, on a une tendance à parler des objets qui sont les plus courants. On considère que l'appareil de justice les connaît puisqu'ils sont les plus courants. Et on fait une énorme erreur, c'est qu'en fait, ce qui est le plus courant, c'est en gros ce qui est le plus normal. Or, nous sommes convoqués que quand ce n'est pas normal. Vous êtes en fait dans les situations de crise, donc le 0,1% qui n'est pas prévu. Et dans ce cas-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est normal dans l'anormal? Vous voyez? Donc, je refais, parce que je vois vos têtes. Alors, on prend 100%, 99% de normal, 1% d'anormal, et c'est là que vous êtes convoqué. Il y a eu un problème. Bon, dans ce 1%, qu'est-ce qui est normal? Eh bien, c'est des termes qui ne sont pas du tout courants pour l'espace de justice. On ne peut pas avoir, par exemple, un président de cour qui se trimballe dans la rue et qui voit l'architecture et qui peut en déduire les problèmes qu'il va avoir. Autre problème, l'architecture, évidemment, là, on l'a simplifiée, on l'a mis en visuel, vous voyez? En visuel comme ça. Ça me fait plaisir que vous ayez mis l'espace écrit après. Je ne ferai aucun commentaire sur comment vous avez mis les pubs précédemment. Mais moi, j'aurais mis les pubs à droite et pas sur l'objet. Mais bon, peu importe. Il a une capacité à être tridimensionnel, même sur deux dimensions. Et vous voyez la petite couleur qui ressemble à S et l'autre? Je pense que vous le voyez tous, d'accord? Vous voyez évidemment les aspects carrés et les aspects triangulaires. De toute façon, ça sera sans doute expliqué aussi, un peu plus. Vous voyez en fait, j'appellerais ça moi des points de bifurcation ici, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un point de contact. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qui est normal ici? Là, vous êtes un... Voilà. Ben, vous ne savez plus, en fait, le fond. Voilà. La chose la plus normale, ce qu'on voit dans cette image, je ne compte pas ce qui est écrit, c'est le pont. Et encore plus normal, c'est les immeubles au fond. C'est un exemple typique. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut être spécialiste des immeubles au fond, et en fait, on vous convoque que pour ça. Et vous continuez à utiliser le vocabulaire des immeubles du fond. Et l'autre ne voit que ça. Et il vous dit, oui, la ligne droite. C'est vrai qu'on va mettre une G1 pour voir la pathologie. Mais honnêtement, si vous voyez cet objet-là et vous pensez juste aux autres en tant que normalité, je pense que vous allez mettre du G1 partout pour la pathologie, on est d'accord? Parce que tout est complètement différent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez par exemple un tremblement de terre, jusqu'à l'échelle de Richter 7, on peut faire des choses. À 9, on ne s'en occupe plus. Vous voyez? Donc la normalité, c'est qu'il n'y a plus rien après. Donc en fait, on va travailler sur l'anormal jusqu'à une certaine norme. Et là, le problème, c'est est-ce que c'est accessible à l'espace de justice quand il n'a aucune connaissance spécifique à l'architecture? Alors je vais donner cet exemple pour faire une transition, c'est de dire que l'architecture, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas de la peinture. Donc en fait, ce n'est pas simplement des éléments de surface, c'est des éléments de volume. Mais le problème, c'est que comme c'est des éléments de volume, on a un problème avec le squelette. D'accord? Donc peut-être vous allez le dire plus simplement, les fondations. Je vais garder squelette parce qu'on l'a en mathématiques dans la combinatoire. C'est-à-dire vous avez un objet géométrique et on vous demande quel est le squelette. Et en général, vous dites il doit être à l'intérieur, non? Mais en mathématiques, il peut être à la surface, le squelette. Donc vous dites un squelette qui est à la surface. Alors vous allez dire un exosquelette. Même pas. Parce que ce n'est même pas un mollusque, l'autre, c'est rien.
Et en fait, c'est un espace combinatoire abstrait qui va générer de la topologie, qui va générer de la géométrie, et donc ça va vous faire une vision à la fin. Et vous dites, ah, c'est ça alors. Non? Là, vous avez le rôle du président, là, qui vous dit, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui. C'est exactement ça. Alors, en général, vous répétez. C'est assez perturbant dans l'espace de justice. On adore les répétitions. Le français déteste les répétitions. Et on fait répéter toujours à l'expert ce qu'il vient de dire de façon très claire, mais on lui demande de le dire de façon plus claire en le répétant. Et à la fin, on lui dit, c'est bien ce que vous vouliez dire. Et, là, c'est la cerise sur le gâteau, vous êtes sûr. Alors, quand vous prenez un objet tridimensionnel, vous faites sa projection, c'est déjà une ombre. La projection d'une projection, contrairement à ce que pense l'espace de justice, c'est juste l'ombre, donc il n'y a rien de plus à dire. Eh bien, ils vont quand même demander de faire encore plus clair. Alors, comment on peut faire plus clair avec autant de zones d'ombre? Eh bien, on a une technique, ça s'appelle chiaroscuro. Donc, Léonard de Vinci l'avait prévu. Vous pouvez faire très sombre autour et ça éclaircit le centre, sans l'éclaircir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut passer par d'autres zones de notre cerveau pour communiquer différemment avec quelqu'un qui n'est pas prêt à communiquer et qui veut juste comprendre. C'est assez intéressant comme point de vue parce qu'il y a une forte asymétrie. Dans la communication, il y a un échange. Bon. Le problème, c'est la compréhension. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que la compréhension, il faut prendre. On dit souvent « je vois » pour dire « je comprends ». On peut aussi dire « j'entends ». Bon. Eh bien, essayez de voir combien de fois vous dites « j'entends » pour dire que vous avez compris en architecture. Et combien de fois l'espace de justice dit « je vois » pour dire qu'il comprend alors qu'il a simplement écouté. Vous allez me dire, c'est du vocabulaire français, dans un autre pays ça serait différent. C'est aussi critique. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes de représentation mentale d'objets totalement différents. Donc, vous avez l'habitude de gérer des choses. Donc, on peut avoir des très bons architectes qui peuvent être des très mauvais experts. Enfin, pas ici, hein. Vous les avez tous amenés ici, non? Au niveau national. Ah, au niveau international, alors. Donc, pourquoi on peut très bien, évidemment, être expert sans être architecte, hein? Et le problème, c'est la compétence des deux en même temps. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme pour les calculateurs prodiges. Bien, ils peuvent faire de très beaux calculs, avoir de très beaux résultats, et quand vous leur demandez « tu as fait ça comment ?» Ils vous disent « je ne sais pas ». C'est ça qu'ils répondent « je ne sais pas, il ne sait pas ». Voilà. C'est pareil pour les estimateurs. Et là, le problème et la chose suivante, c'est qu'il faut un espace de connexion. Cet espace de connexion, comme je vous l'ai dit, il doit appartenir à l'espace mental de l'architecte. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il transforme des objets qui existent dans un autre monde en connaissances qui existent dans un monde clair. Alors, c'est très simple. Nous, surtout en maths, on fait ce qu'on appelle de la reconstruction. Imaginez maintenant que vous avez un objet que vous voyez très bien et vous le décrivez. Ça va, ça. Maintenant, imaginez que vous lisez la description et vous devez le dessiner. Donc ça, c'est de la reconstruction. Normalement, si c'était un processus bijectif, ça serait faisable et relativement facile. Mais tout le monde ici comprend bien que dans un sens, c'est assez simple, dans l'autre, ça ne l'est pas du tout, ce qui fait que vous allez être obligé de faire quoi? Eh bien, de rajouter des schémas. Le problème, c'est que la lecture d'un schéma ne peut être faite que par quelqu'un qui connaît. Parce que finalement, on ne voit que ce qu'on connaît. Sinon, on regarde. Si je vous donne par exemple une partie d'échecs qui a déjà commencé, et je vous la montre, ceux qui sont joueurs d'échecs et ceux qui sont de très haut niveau voient un peu ce qui s'est passé avant, comprennent ce qui peut se passer,
et vont pouvoir donner une épaisseur à l'image. Ceux qui n'ont jamais joué au jeu d'échecs trouvent que c'est un très beau dessin, mais enfin relativement répétitif, il y a des carrés de partout. Et c'est seulement avec 2 couleurs. Bon. Vous imaginez si je vous présente le jeu de Go, où là on a des pierres noires et blanches, avec un goban qui est quand même relativement simple. Eh bien, il faut bien se rendre compte que si la personne ne sait pas, les schémas que vous ajoutez pour expliquer votre oralité, c'est pire. Donc je le précise, par exemple, en stratégie, quand on fait des traités, eh bien on dit toujours que c'est le texte qui prévaut sur la carte. C'est quand même formidable si vous réfléchissez. Pourquoi ? Parce que le texte est en train de décrire la carte, par exemple, d'une frontière. On vous dessine la carte en disant quand même, voilà, c'est ça qui est plus clair. Et à la fin, on vous dit, non, mais c'est le texte qui compte, pas la carte. Parce que dans la carte, il peut y avoir des erreurs. Donc vous imaginez, par exemple, si vous faites des schémas, et vous dites, c'est pour expliquer mon texte, et vous dites à la fin, mais c'est quand même le texte qui compte. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Ils ne vont lire que le texte vraiment, puisqu'ils vont le comprendre, et ensuite, ils vont interpréter l'image, mais avec très peu de connaissances. Donc c'est un peu le problème que vous avez, par exemple, quand vous lisez un ouvrage de philosophie en française, bien vous considérez qu'en gros, vous avez compris ce qu'il dit. Et quand vous lisez, par exemple, un ouvrage de mathématiques françaises, vous comprenez en gros que vous n'avez pas compris. Très rapidement. Vous acceptez que c'est un langage complètement abscons. Et en réalité, le plus probable, c'est que vous n'avez pas compris non plus la philosophie. Simplement, ça vous a donné l'impression d'être compréhensible parce que ça a utilisé un vocabulaire qui est plus proche du vôtre. Alors que dans l'espace mathématique, vous avez tout de suite vu des mots que vous ne connaissiez pas. Le problème, c'est la représentativité des objets complexes dans un espace linéaire. Je la refais. Par exemple, vous écoutez de la musique. Bon. Mais vous ne savez pas lire une partition. Donc on vous donne un enregistrement et vous devez avoir une opinion là-dessus. Tout le monde peut avoir une opinion sur un enregistrement, on est d'accord. Maintenant, si vous demandez d'avoir une opinion sur la partition, mais sans pouvoir lire la partition, on vous dirait, c'est clairement écrit. Vous avez même une partition de chef d'orchestre, donc vous avez absolument tout. Par exemple, pour un ouvrage symphonique. Le problème, c'est qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des notes. Mais le problème, c'est est-ce que vous voyez ? Donc imaginez maintenant qu'on vous mette de la musique, et de temps en temps, pour vous aider, on vous montre la partition. Alors, le fait que la partition soit unidimensionnelle, et là vous allez voir comment ça se passe, vous prenez une portée, vous avez 5 lignes, et vous pouvez mettre les notes. À l'époque, on n'en avait qu'une, et même on en avait une époque où il n'en avait pas. Mais prenons ce qui se fait à l'heure contemporaine, vous avez donc 5 lignes, et vous placez vos notes. La problématique est la suivante. Imaginez maintenant que quelqu'un n'ait accès qu'à l'une de ces lignes de la portée, pas aux 5. Vous avez 5 personnes, chacun a uniquement cet accès. Est-ce qu'il peut recomposer la musique ? Attention, la ligne parcourt toute la symphonie, mais une seule ligne. L'autre n'a qu'une seule ligne. Bien, vous allez vous rendre compte que c'est un partitionnement qui est très mauvais, alors qu'en fait, un partitionnement segmenté avec des mesures est plus clair, même si vous en manque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, si on n'est pas préparé à entendre ça, on ne peut pas le comprendre. Quand vous rentrez dans un espace qui est relativement grand, comme une cathédrale, si vous êtes architecte, vous ne voyez pas la cathédrale de la même façon. Je pars du principe que vous êtes croyant, donc vous y allez pour de vrai. Enfin, vous pouvez y aller pour de faux, mais en tout cas, il faut y aller. Quand vous y allez, est-ce que vous voyez ce que voient les croyants qui ne sont pas architectes ? Certainement pas. Est-ce que... Dieu. Est-ce que vous allez commencer à discuter avec eux de ce que vous voyez ? Non. Ou alors, vous faites le guide. Donc maintenant, il faut imaginer que vous avez un croyant qui vous pose des questions de croyant
pendant que vous faites une analyse architecturale de la cathédrale. Ça, c'est l'espace de justice. Parce qu'il y en a parmi vous qui vont dans l'espace de justice, soit parce qu'ils pensent vraiment qu'il y a une justice, donc les croyants, soit c'est parce qu'ils sont payés. Est-ce que quelqu'un va, en tant qu'expert, à une expertise sans être payé? Bien sûr que vous y allez parce qu'ils sont toujours en retard. Donc vous estimez qu'en allant même à la suivante, alors que vous n'êtes pas payé par la précédente, ça va finir par arriver. Donc on peut imaginer que vous êtes dans un intermédiaire, genre purgatoire. Mais je parle de ceux qui vraiment sont dans une position très claire, où ils pensent qu'il y a vraiment une justice, et l'autre qui se demande s'il y a vraiment une justice. Quand vous avez en fait ce contact entre ces deux mondes, si vous avez un vocabulaire très différent, j'ai compris, vous pouvez vous dire, est-ce que vous êtes en train de passer un message ou est-ce que vous êtes un imposteur? C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez un message architectural, mais vous comprenez que l'autre ne comprend pas, mais vous continuez à le donner. Et vous vous dites à la fin, bon, je serai payé quand même, hein? Et l'autre, de l'autre côté, considère qu'il a quand même fait son boulot puisqu'il a demandé à un expert de comprendre. Mais le problème, c'est est-ce qu'il a compris? Donc, maintenant, posez-vous la question, pour être sûr que ce n'est pas de la communication, combien de questions vous posez au président? Ben, aucune. Dans la communication, s'il n'y en a qu'un qui répond et l'autre qui questionne, ça ne s'appelle pas de la communication, ça s'appelle un interrogatoire. Donc en fait, il faut vous préparer. Quand vous sortez de votre espace mental d'architecte, vous passez à l'interrogatoire volontaire. Et vous devez vous rendre compte que vous parlez avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Donc, il faut voir si vous pouvez faire une transformation conforme, et c'est ça la grande difficulté, ou finalement votre transformation n'est pas fidèle, et donc on a une dégénérescence du processus de communication. Donc je voulais vous dire tout ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, je suis très heureux qu'on soit ici dans ce bâtiment pour la première fois, pour vous, je veux dire en tant qu'expert architecte. Et deuxièmement, ça m'a fait plaisir de jouer le rôle du Candide au milieu des zaddiks. Merci bien.